le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Aujourd'hui, je vais vous proposer une interview de Jérôme Quiran, qui vient de publier un livre consacré aux théories du complot autour du 11 septembre 2001 chez Bookie Book, dans la collection Une chandelle dans les ténèbres, et l'ouvrage s'intitule 11 septembre et théorie du complot ou le conspirationnisme à l'épreuve de la science. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Quiran, que certains connaissent certainement pour son site bastison.com, qui est un site .net, ok, un site qui a démystifié les théories de la conspiration qui entourent le 11 septembre 2001. Et récemment, il vient de publier donc un livre dans la collection, donc aux éditions Bookie Book, dans la collection Une chandelle dans les ténèbres, que vous connaissez tous. Le livre s'intitule 11 septembre et théorie du complot ou le conspirationnisme à l'épreuve de la science. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi ce livre et qu'est-ce qui t'a amené à écrire sur ce sujet? Bon, c'est une longue histoire. Je dirais que ça fait déjà 18 mois que je suis sur ce dossier. C'est quelque chose qui a commencé parce que, j'étais sur les forums de discussion sur Internet, que ce soit sur Arrêt sur Image ou d'autres forums, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions sur ce sujet-là, du point de vue technique, pour comment est-ce que les tours du World Trade Center sont tombées. Il y avait beaucoup de théories qui fleurissaient sur Internet, et les gens ne savaient pas trop comment faire la part du vrai et du faux dans tout cela. J'ai essayé sur ces forums de dialoguer, mais très vite, la discussion tournait court parce que les gens ont l'insulte facile, on disait mais d'où il sort celui-là, qui tu es pour nous parler comme ça, etc. Donc je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure façon de faire, donc je vais tenter de faire un site internet qui essaie un peu de vulgariser toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet, puisqu'il y en a eu quand même pas mal. Et en vulgarisant, j'espère que certaines personnes qui sont pas trop au courant arrivent à faire un peu le tri dans ces théories. Voilà. Donc ça c'était il y a 18 mois. Hein. Et puis la suite logique, je dirais, parce que c'est vrai qu'avec Internet on touche un certain public, mais pas un autre. En cherchant à faire un bouquin, d'ailleurs un peu plus gros, j'avais proposé ça à Henry Brock et en fait il m'a dit par rapport à la collection, ce serait bien que vous me proposiez un petit livret pour la collection Une chandelle dans les ténèbres. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté. Quelle est ta formation, quel est ton domaine de spécialisation? Alors, moi, je suis agrégé de génie civil et je travaille dans un laboratoire de mécanique et génie civil. Donc, j'enseigne à la fois la construction, le calcul de structure, des choses comme ça. Au niveau, alors les niveaux, j'ai enseigné un peu à tous les niveaux, c'est-à-dire que j'ai enseigné du CAP, du BEP, en passant par le bac jusqu'à l'école d'ingénieur, le DUT. Et là, j'encadre également des étudiants qui sont en thèse. Donc, tu mentionnais qu'il y avait des études scientifiques qui ont été réalisées, qui défendent ce que les conspirationnistes appellent la thèse officielle. Tu peux nous en parler un peu? Quelles sont ces études et quelles sont leurs conclusions généralement? Alors, là, je crois, va déjà mettre les choses un petit peu au point, c'est-à-dire que moi, je défends pas la version officielle. Je défends la version scientifique qui a été produite par un paquet d'experts du domaine. Hein. Ces experts, ils ont travaillé soit pour des organismes américains tels que la FIMA ou le NIST. Et puis il y a eu aussi pas mal de scientifiques indépendants qui ont produit des études dans des revues scientifiques avec des articles à comité de lecture. Donc ça fait pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus. Sur les tours 1 et 2, donc si je dis, c'est FEMA, NIST et puis d'autres scientifiques. Sur la tour 7, c'est essentiellement le NIST qui a travaillé dessus. Et pour le Pentagone, c'est un groupe d'experts qui dépendait de l'ASCE, qui est une association américaine qui regroupe des ingénieurs et scientifiques dans le domaine du génie civil et d'autres domaines aussi. Donc ils ont produit des articles, ils ont produit des rapports qui ont permis d'expliquer les choses sur le plan technique et scientifique. Quand on fait un peu le bilan du nombre de personnes qui ont travaillé là-dessus, on arrive facilement à 500, 600, voire 700 personnes, hein, parce qu'il y a non seulement ceux qui ont produit ces articles, ces rapports, mais aussi ceux qui les ont analysés. C'est-à-dire que pour passer dans une revue à comité de lecture, il faut que l'article soit validé sur le plan scientifique, et pour ça on fait appel à d'autres experts qui regardent un peu l'article et voient s'il n'y a pas des erreurs grossières.
Donc en tout, 600, 700 personnes, mais alors vraiment des spécialistes de la question. C'est-à-dire que lorsqu'on a un bâtiment comme ça qui subit une telle ruine, et surtout pour des cas aussi spectaculaires, là, on fait appel à des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui font ce qu'on appelle de la forensic engineering, c'est-à-dire en français de l'ingénierie forensique. C'est l'étude justement des ruines de bâtiments. Il y a vraiment un domaine qui est spécialisé dans ça. Et par exemple, en 2003, c'est-à-dire 2 ans après les faits, il y avait une conférence à San Diego qui regroupait vraiment les spécialistes de l'ingénierie forensique. Et il y a eu 3 ou 4 conférences spécifiquement sur le World Trade Center. C'est-à-dire que c'est vraiment un cas d'école pour les gens qui font du calcul de structure. Donc il était important. Alors, en faisant bien sûr abstraction de tous les côtés macabres de cette histoire, du point de vue scientifique, il était bien sûr très intéressant de faire un peu le bilan, de voir ce qui s'était passé, quoi. Donc, il y a eu vraiment énormément de choses de produites. Mais bon, quand on est sur le net, on voit bien que, et puis dans les médias, ils couvrent quand même les thèses conspirationnistes. Alors, pourquoi, d'après toi, les thèses conspirationnistes ont-elles tendance à être aussi populaires, avoir autant de fans? Disons que c'est vrai que ces images ont quand même marqué l'esprit, alors, non seulement des ingénieurs et des scientifiques, ça je l'ai dit, mais bien sûr pour les personnes qui ont vu ça en direct à la télé. Les implications, bien sûr, politiques, stratégiques, sont énormes. On le voit encore de nos jours. Il y a eu des guerres en suivant qui sont aussi basées là-dessus. Et c'est vrai que dès qu'on touche à la politique, à ce genre de choses, ça attire vite les passions. Et on peut voir d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui se sont regroupés en association. Enfin, il y a eu des architectes et ingénieurs, vous avez eu des pompiers, vous avez eu des scientifiques, des pilotes, il y a eu, je crois, des avocats. Chaque fois, c'est des avocats pour la vérité sur le 11 septembre. Vous avez des journalistes sur la vérité sur le 11 septembre. Vous avez même des personnes qui travaillent dans le domaine médical. Vous avez donc les infirmiers pour le 11 septembre, ou encore les religieux pour le 11 septembre. Enfin, il y a tout un tas d'associations comme ça qui ont été créées. Alors, on peut penser que bientôt il y aura les charcutiers, et les boulangers, pâtissiers pour la vérité sur le 11 septembre. Donc il y a plein d'associations comme ça qui sont créées, dont certaines font des conférences, ils se promènent à travers le monde pour essayer justement de propager leurs idées alternatives, je dirais, que souvent on appelle conspirationnistes, puisque leur idée c'est que tout ce qui a été produit par les scientifiques sur ces questions-là, c'est n'importe quoi. Les tours ne sont pas tombées du fait du feu et des avions, mais c'est des explosifs qui ont été placés à l'intérieur. Au Pentagone, il n'y a pas eu d'avion, etc., etc., etc. Et donc ces gens-là défendent ça, ils font un lobbying incessant auprès des médias et sur Internet, avec toutes ces associations. Et forcément, vu le nombre, ça continue à grossir, je dirais. Et c'est vrai que les choses sont tellement bien présentées que ça peut marcher chez quelqu'un qui n'est pas trop averti, qui découvre ça, c'est bien ficelé et on a tendance effectivement à y croire. Mais bon. Quand on est spécialiste du domaine, ça peut pas marcher, quoi. Ça peut pas marcher. Oui, récemment, il y a eu cette histoire de pétition, donc avec Richard Gage et 1200 personnes qui l'ont signé, donc des architectes et des ingénieurs. Qu'est-ce que tu en penses de cette pétition? Alors justement, architecte et ingénieur, c'est justement une de ces associations. Et donc, Richard Gage, c'est un Américain, un architecte de son État, qui a proposé une pétition où il a demandé à des architectes et des ingénieurs de toute la planète de signer sa pétition. Ils en sont maintenant à plus de 1200. Et cette pétition demande la réouverture de l'enquête. Alors, quelle enquête? Apparemment, c'est l'enquête technique qui va la réouvrir, puisque ils sont architectes et ingénieurs. Mais là, on peut dire qu'il y a une énorme supercherie, parce que du point de vue de la construction des bâtiments, il faut bien comprendre quel est le rôle des architectes et des ingénieurs. C'est sûr qu'architecte et ingénieur, ça fait bien, ce sont des gens qui travaillent Bac plus 5, mais en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la ruine de structure, ils sont absolument incompétents, je dis bien incompétents, pour apporter une explication ou une expertise. Ce n'est pas ces personnes qui sont appelées lorsqu'on a une ruine de telle importance. Il faut être clair là-dessus. Il faut d'abord savoir que les architectes, qui représentent à peu près un tiers des 1200 qui ont signé, ce ne sont pas eux qui font la descente, ce qu'on appelle la descente des charges, c'est-à-dire le calcul des charges qui vont transiter dans le bâtiment, et après le dimensionnement des matériaux. Un architecte ne fait pas ça.
L'architecte, il donne l'enveloppe d'un bâtiment, il fait la répartition des pièces, etc. Il donne sa forme globale, il prévoit grossièrement la descente de charge, et ensuite, c'est les bureaux d'études d'ingénieurs qui sont spécialisés dans le calcul qui vont dimensionner les matériaux. Donc, pour l'anecdote, même dans la pétition de Richard Gage, il y a des architectes de l'intérieur qui sont autorisés à signer. Donc, l'architecte de l'intérieur, qu'est-ce qu'il va bien savoir au calcul de structure? On se pose vraiment la question. Et ensuite, bon, ça c'est pour la partie architecte. Ensuite, pour les ingénieurs, sur les 1200, donc je l'ai dit, c'est à peu près les 2/3, donc 800. Quand on regarde ces ingénieurs, mais il y a des électriciens, des ingénieurs en hydraulique, en mécanique auto, en mécanique avion, en sûreté nucléaire. C'est vraiment la tour de Babel de l'ingénierie, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je vais prendre un exemple. Dans les ingénieurs, c'est comme dans les journalistes, vous avez des gens qui sont spécialisés dans certains domaines. Vous n'allez pas demander à un journaliste qui est spécialisé dans le football d'aller vous commenter le dernier conflit qui a eu lieu en Géorgie ou je sais pas où entre deux peuples tribaux en Afrique, quoi. Donc, faut un peu remettre les choses à leur place. C'est que ces ingénieurs-là, il y en a 95%. Je dis bien 95%, c'est-à-dire que je les ai comptés, il y en a 95% qui n'ont rien à voir avec le calcul de structure. Donc qui n'ont aucune expertise pour parler de ce genre de choses. Alors, il reste effectivement, dans le lot, une petite cinquantaine, je dis bien une petite cinquantaine, d'ingénieurs qui, eux, font du calcul de structure. Alors déjà, donc, on passe de 1200 à 50. Hein. Là, il faut être clair là-dessus. Ensuite, c'est 50. Ce sont des ingénieurs qui font du calcul de structure. Qu'est-ce que c'est un ingénieur en calcul de structure? À partir des plans de l'architecte, il fait la descente de charge, il regarde quelles sont donc les forces qui transitent dans les éléments et en fonction de ça, il dimensionne. Comment est-ce qu'il dimensionne? Justement, il a des outils qui lui permettent de faire la descente de charge, de voir, ce sont des outils théoriques, comment est-ce que la contrainte va se développer dans le matériau, et en fonction de ce que les fabricants assurent au niveau qualité, au niveau des matériaux, et en fonction aussi de ce qu'il va pouvoir trouver dans les règlements de calcul, l'ingénieur va dimensionner. Et là, vous voyez qu'on fait intervenir des notions de sécurité, c'est-à-dire que le matériau, on le garantit pour une certaine contrainte en termes d'effort, qui va être capable de reprendre. Et puis il y a aussi les règlements qui disent attention, vos modèles que vous utilisez sont faux, parce que tout modèle que l'on utilise est approché par rapport à la réalité. Vous avez des matériaux dont vous ne connaissez pas forcément très bien la résistance, il y a des incertitudes, et donc les codes de calcul vous disent on va mettre des coefficients. Alors maintenant on appelle ça les coefficients partiels de sécurité, qui font que on s'assure une certaine probabilité pour que la construction tienne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les règlements sont constitués de telle façon qu'il y a une chance sur 10 000 à peu près, 10 000 ou 15 000, je ne sais plus exactement, qu'un bâtiment s'effondre de lui-même. Donc vous voyez, on se place en sécurité. Mais l'ingénieur qui fait ce calcul-là, tout ça est transparent pour lui. C'est-à-dire qu'il utilise des outils, il utilise des codes de calcul qui vont lui permettre de faire que son bâtiment, au moins en théorie, va parfaitement tenir. L'ingénieur, il ne va pas être capable de vous dire quelle est la capacité résistante avant la ruine. Il en est incapable. S'il n'a pas fait au préalable une étude sur les matériaux statistiques, s'il n'a pas pris connaissance exactement de quel rôle jouaient les coefficients de sécurité dans les codes de calcul et les règlements de calcul, il sera incapable de vous dire votre bâtiment est dimensionné pour 500, mais vous allez pouvoir monter jusqu'à 1000 kilos, par exemple. Ça, ce n'est pas son travail. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens qui font l'expertise et qui vont justement déterminer quelle est la limite avant ruine d'un bâtiment, c'est ceux qui font de l'ingénierie forensique. Et ça, il faut être catégorique. Bon, je les connais, parce que bon, dans le milieu du génie civil, on n'est pas très nombreux. Il n'y en a aucun, je dis bien aucun, qui soutient cette théorie de la démolition contrôlée. Ça, je suis catégorique là-dessus. Les gens qui sont spécialistes dans l'étude des ruines d'un bâtiment n'y croient pas. Parce que c'est bon, on a étudié, on sait d'où ça vient, il n'y a pas de mystère. Donc ces ingénieurs qui parlent au travers de cette pétition de Richard Gage, ils sont incompétents, totalement, pour apporter leur expertise.
Dans ce que je raconte, il n'y a pas de notion de valeur entre chacun. Hein. Il n'y a pas un qui est bon par rapport à l'autre. Non, chacun son métier. Il y a des architectes, il y a des ingénieurs, il y a des scientifiques. Les architectes et les ingénieurs, j'ai expliqué quel était leur métier. Le scientifique, c'est lui qui va produire à la fois les aspects théoriques pour permettre le calcul et les aspects réglementaires au travers des codes de calcul. Et c'est vraiment ces scientifiques-là qui vont être capables de voir où est-ce que le modèle a péché, hein, où est-ce que il y a eu un problème qui a fait que le bâtiment s'est effondré. Mais c'est uniquement cela. Alors, tout ce qui est vendu en bouquin, DVD, c'est du vent. Disons que parmi justement les ingénieurs là, de chez Gage là, qui ont signé, il y en a certains qui ont essayé de proposer des théories justement relatives à la démolition contrôlée, qui ont essayé de faire des articles. Mais je vous ai dit, hein, j'ai enseigné du CAP jusqu'à l'école d'ingénieur. Je connais la valeur des choses. Hein. Et en plus, en tant que scientifique, je produis des articles scientifiques et on m'en confie aussi pour que je les évalue pour des revues scientifiques, donc à comité de lecture. Donc je connais un petit peu la valeur de ces choses-là. Les articles qui ont été produits par les ingénieurs de la pétition Gage, ils sont d'un niveau affligeant. C'est-à-dire que moi j'enseigne en IUT, donc je l'ai dit en école d'ingénieur, ce qui a été produit, c'est d'un niveau qui n'est même pas du niveau d'un DUT, c'est-à-dire un bac plus 2, quoi. C'est même pas d'un niveau d'ingénieur, je parle même pas d'un ingénieur, c'est même pas un niveau bac plus 2, parce que ce sont pas des spécialistes, ils ont écrit des énormités. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout au téléphone, hein, ça serait trop difficile. Je vais l'expliquer un petit peu sur mon site, hein. Mais c'est les erreurs qui sont commises, c'est pas 1 plus 1 est égal à 3. C'est 1 plus 1 est égal à 10, c'est égal à 15, c'est égal à 30. On est dans des ordres de grandeur hallucinants. C'est-à-dire que ces gens-là, il faut surtout pas leur confier le calcul d'un bâtiment. Même pas d'un hangar agricole, hein. Ce serait pas sympa pour les pauvres bêtes, quoi. Hein. Donc, non, mais c'est vraiment hallucinant ce qui a été écrit. Mais mais c'est compréhensible, ils sont pas spécialistes. Mais ce qui est grave, c'est que au lieu de se tourner vers des vrais spécialistes, ils continuent à diffuser ces papiers-là qui ne valent rien. Et c'est en ça que je dis que Gage, c'est pas quelque part, c'est pas scientifique, enfin, c'est pas intellectuellement, c'est malhonnête de continuer à diffuser ces articles-là alors qu'ils sont d'une unité scientifique extraordinaire, quoi. Ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Alors, si c'était limité à ça, encore au niveau du calcul de structure, mais après, il y a eu d'autres tentatives. Hein. Vous avez eu aussi l'association des pilotes qui a essayé de dire que le trajet, plutôt la trajectoire du Boeing qui s'est crashé dans le Pentagone était impossible à réaliser. Alors là aussi, les calculs qui ont été proposés, ils n'étaient pas tristes. Hein. C'est-à-dire que c'était des pilotes, déjà, ils ont commencé par se planter entre le nord géographique et le nord magnétique. Ils ont fait des calculs de facteur de charge sur l'avion, alors que ça, le facteur de charge d'un avion, c'est son accélération, hein, en fonction du rayon de courbure, etc., et de sa vitesse. Ça se fait, c'est à un niveau de terminal, quoi, pas plus. Bon, il s'est planté, il a proposé des facteurs de charge de 20, 30, 2000, alors que ces facteurs de charge, ils sont connus, ils allaient de 1 à 2 maximum, hein, c'était d'ailleurs dans la boîte noire qui a été retrouvée. Bon, à chaque fois, on a des gens qui proposent des trucs assez étonnants, quoi, sur le plan scientifique. Qu'y a-t-il eu d'autre? Ah oui, on a eu aussi, alors comme ça marchait pas sur le plan de la mécanique des structures ou pour l'avion, il y en a eu aussi qui ont recherché des traces d'explosifs dans les poussières du World Trade Center. Alors ça c'est Jones, ça c'est Stephen Jones, un physicien américain qui lui veut expliquer la méthode scientifique un peu partout dans le monde. Il fait des conférences sur la méthode scientifique. C'est quand même lui qui a trempé dans le milieu des années 80 il a trempé dans le scandale de l'escroquerie, hein, au moins intellectuelle de la fusion froide. Hein. C'est lui qui a tenté de prouver que Jésus-Christ était parti chez les Mayas faire un petit séjour à partir de gravures sur des pots. Qu'est-ce qu'il a dit récemment? Il a dit que c'était possiblement les États-Unis qui avaient fait le tremblement de terre à Haïti. Et alors lui, il a découvert que dans les poussières, il a trouvé des résidus de termites. Alors, la termite, c'est un mélange d'oxyde de fer d'aluminium et c'est un mélange qui, lorsqu'il est allumé, dégage, lorsqu'on allume la réaction, dégage une chaleur assez considérable. Et donc il a soutenu l'idée qu'il avait trouvé de ces résidus de termites qui n'avaient pas encore brûlé dans les poussières du World Trade Center. Alors là, par contre, pour le coup, l'article est passé dans une revue scientifique, hein, il a été publié, donc logiquement, il a dû être relu.
En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que vu le niveau de l'article, il y a de très fortes chances pour qu'il ait été relu peut-être par une secrétaire, mais sûrement pas par un scientifique. Il y avait des erreurs de méthode assez incroyables, hein, c'est-à-dire que là aussi, même le plus bêta des étudiants en chimie, il n'aurait pas fait les erreurs qu'ils ont commises. C'est-à-dire que pour évaluer par exemple la capacité calorifique de ces résidus qui contenaient du charbon, ils ont fait un essai à air ambiant, ce qui fait que quand vous faites un essai, ça consiste en fait, cet essai de calorimétrie, à faire brûler votre échantillon, si vous voulez, pour simplifier. Et s'il contient du carbone, donc du charbon, et que vous le faites avec de l'air ambiant, eh bien l'oxygène va se combiner avec le charbon, et ça va brûler comme brûle du papier, du charbon. Hein. Et donc, ils se sont étonnés, cet échantillon contenant du charbon, que ça dégage de la chaleur. C'est tout à fait normal, puisqu'il y avait du charbon dedans. Donc si vous faites brûler à l'air libre, ça dégage de la chaleur comme du papier, comme du charbon. Alors que normalement la thermite, je vous l'ai dit, c'est du fer et de l'aluminium, enfin de l'oxyde ferrique et de l'aluminium. Normalement, ça n'a pas besoin d'oxygène. Donc pratiquement tous les essais qui sont faits sur la thermite sont faits en atmosphère inerte, c'est-à-dire avec de l'argon, par exemple. Et donc là, c'est une erreur de méthode assez incroyable. Donc pour simplifier, ils ont par exemple, ils ont des bûches de bois. Ils veulent évaluer quelle est la capacité calorifique de ces bûches de bois. Donc ils ont un dispositif très très compliqué pour mesurer la chaleur dégagée. Et pour mesurer cette chaleur dégagée, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent 3 litres d'alcool à brûler dessus pour allumer. Ils disent c'est colossal cette chaleur qui est dégagée. Évidemment, si vous balancez 3 litres d'alcool à brûler sur vos bûches, vous faussez complètement vos résultats. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc c'est assez cet article, il a pas mal fait rigoler aussi sur le plan scientifique. Hein. Si je t'entends bien, finalement, toutes ces publications scientifiques, entre guillemets, elles sont là pour jeter de la poudre aux yeux du grand public. Oui, pas capable de se rendre compte qu'elles ne valent rien. Mais les experts, eux, sont relativement atterrés en lisant ces machins-là. Oui, ça on peut le dire. Mais alors celui-ci qui est passé dans la revue Bentham, c'est vraiment l'exception, hein, puisqu'il est passé dans une revue scientifique. Et donc la seule solution pour eux pour faire passer ces articles, c'est de les faire passer sur des médias citoyens, hein, comme par exemple Agoravox. Alors chez Agoravox, ils en passent à qui me mieux là des articles. Le dernier, c'est sur la sismique. Alors je vais pas encore rentrer dans les détails, mais là aussi c'est vraiment n'importe quoi. Bon, on se demande quel est leur but aussi? Je pense qu'il y a aussi pas mal d'arrière-pensées politiques. Hein, on l'a dit en préambule, là, c'est que derrière ça, il y a eu pas mal d'implications géostratégiques. Certains sont très impliqués politiquement, donc ils cherchent à tout prix à trouver des coupables ou je sais pas trop quoi. Mais du point de vue scientifique, c'est clair que ça ne tient pas la route. Hein, c'est clair. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'ils ont tendance à partir de la conclusion qu'ils sont déjà convaincus qu'il y a vraiment une conspiration et puis ils partent de la conclusion et ils essayent de trouver des éléments. Oui, voilà. On essaye de monter tout un château de cartes, hein, mais les fondations elles n'y sont pas, quoi. Il n'y a pas de fondement scientifique dans ce qui est proposé. Par exemple, je sais pas, il y a plein d'exemples hein, qui sont complètement contradictoires. Par exemple, sur la boîte noire du Pentagone. Au Pentagone, il y a une boîte noire qui a été retrouvée. Alors, il se trouve qu'elle a été mise à disposition, que justement, les pilotes Ford Force aux États-Unis, ils ont tenté de décrypter cette boîte noire, et ils sont arrivés à la conclusion que la trajectoire était impossible. Bon, il y a deux solutions. Soit cette boîte noire, elle est juste, c'est-à-dire c'est une vraie boîte noire, soit elle a été créée de toutes pièces. Si c'est la vraie boîte noire de l'avion, il n'y a aucun problème, on n'en parle même plus. Si elle est fausse, c'est-à-dire qu'elle a été créée de toutes pièces. Alors, si elle a été créée de toutes pièces, comment se fait-il que les gens qui ont créé cette boîte noire, ils aient mis une trajectoire soi-disant impossible? Non mais, on est en train de monter le plus grand complot de l'histoire, avec je ne sais pas combien de gens impliqués là-dedans, c'est-à-dire les scientifiques de Nice, de la FIMA, tous les calculateurs du monde en calcul de structure, les journalistes, les médias, les pompiers, tout le monde est dans le coup. Et puis au final, le gars qui est en charge de mettre une trajectoire bidon dans la boîte noire, il fait n'importe quoi. Mais du point de vue logique, ça tient pas la route, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune logique là-dedans, c'est démentiel, quoi.
au niveau, parce que je suppose qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions à ce niveau-là, mais au niveau de la théorie donc des explosifs, ce que tu parlais de l'effondrement, enfin c'est toujours les idées selon laquelle un immeuble ne pourrait pas s'effondrer. Enfin, si on regarde la vidéo, on voit que... Oui. Tu peux développer un peu sur ça? Oui, alors ce sur quoi il bloque un peu, c'est vrai, c'est à la fois la chute à peu près symétrique des tours, qui a été assez rapide aussi. Mais pour bien comprendre ça, il faut rentrer dans les détails et regarder un petit peu la constitution de ces tours. Et là, on s'aperçoit de quoi? C'est que, alors, je vais parler d'abord des tours jumelles, puisque bon, c'était les deux premières à s'effondrer, et puis la troisième tour, qui elle aussi a beaucoup fait couler d'encre. Alors les tours jumelles. Alors du point de vue de la structure, c'était excessivement simple ces tours. C'est-à-dire que vous aviez de grandes colonnes qui montaient de haut en bas, et puis les planchers étaient suspendus à ces colonnes, à ces poteaux, hein. Et bien évidemment, comme les planchers étaient indépendants les uns des autres, ils n'étaient destinés à reprendre que leur propre poids. Ils reprenaient leur propre poids avec bien sûr les facteurs, les coefficients de sécurité qu'on pouvait y attacher dessus, ce qui fait que grossièrement ils étaient capables de reprendre 2 à 3 fois leur poids à peu près. Lorsque vous avez le feu qui s'est développé donc dans les étages, et la capacité portante de l'acier qui a été fortement réduite parce que c'est un peu comme un carambar, l'acier, quand vous le chauffez, il va perdre ses caractéristiques mécaniques. Donc à un moment donné, c'est tout un étage qui a cédé. Et quand ça a cédé, c'est 15 étages pour la tour 1 à peu près, et une trentaine d'étages pour la tour 2 qui se sont mis en mouvement. C'est, du point de vue du poids qui a été ainsi déplacé, c'est quand même énorme. Et comment est-ce qu'ils ont pu, comment est-ce que ces éléments auraient pu être arrêtés? Ben, qui c'est qui portait le plus gros du poids? Je l'ai dit, c'est pas les planchers, c'était les colonnes. Donc les colonnes étaient parfaitement droites de haut en bas, mais à partir du moment où l'effondrement s'est amorcé, cette belle descente de charge parfaitement verticale, elle a été rompue. Donc, qui c'est qui pouvait reprendre les charges à part les planchers? Ben, personne. Il n'y avait aucune chance pour que le 95e étage, là, qui est en train de s'effondrer, il tombe sur le 94e avec les poteaux parfaitement alignés. C'est impossible. Donc, qui c'est qui a repris le poids? C'est les planchers, juste en dessous. Mais comme eux, ils étaient prévus pour reprendre leur propre poids, ou légèrement un peu plus, quand ils ont pris 15 étages dessus, ils n'ont pas tenu. Donc on a ces étages en dessous, ces planchers qui sont rompus, et on a eu cette fameuse théorie du pancake qui dit que ce sont les étages qui sont rompus successivement les uns sur les autres, hein, comme des crêpes, hein, et puis c'est descendu comme ça jusqu'en bas. Et alors les poteaux qui étaient en façade et au cœur, comme ils n'étaient plus tenus par ces planchers, ils n'avaient plus aucune stabilité latérale. Un petit peu comme un mât qui n'est pas aubané, hein. Si vous ne le tenez pas par des haubans, hein, quelque chose de très haut, il va basculer. Mais là, c'est pareil. À partir du moment où les planchers n'étaient plus là, il n'y avait plus de raison que les poteaux tiennent le coup. Alors, ce qui s'est développé en plus, les planchers tombant les uns sur les autres, comme toute la structure qui était en dessous des incendies était intacte, bien sûr. Donc, quand les planchers sont descendus les uns sur les autres, c'est tout le bâtiment qui s'est retrouvé en pression, un peu comme sur le pompe à vélo, hein. Au fur et à mesure que ça descendait, il y a la pression à l'intérieur du bâtiment qui augmentait. Et alors, ce qui a beaucoup intrigué, c'est qu'avec cette pression, il y a quelques vitrages qui ont explosé, hein. Alors explosé, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait des explosifs, ça veut dire que la pression était telle que, alors sûrement certains qui devaient être un petit peu affaiblis, hein, sur la hauteur de la tour, il y en avait peut-être quelques-uns qui étaient fendus au préalable, hein, donc ils n'avaient pas toute la potentialité de résistance que d'autres, et bien quelques-uns comme ça ont éclaté. On a vu apparaître de la poussière et de la fumée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était tout le building, hein, les témoins l'ont dit, hein, qui était en feu, enfin, ou au moins que la fumée a traversé tout le building. Et donc on a eu comme ça des jets de matière et de fumée sur les côtés. Et donc là, les conspirationnistes se sont régalés, ils ont dit, ah oui, mais ça ne peut être que des explosifs. Mais non, c'est tout simplement le bâtiment qui était mis en pression. D'ailleurs, ces phénomènes-là, ce qu'on appelle des squibs, hein, on ne les a pas du tout retrouvés sur la tour 7. Alors la tour 7, c'est une troisième tour qui s'effondrait, qui elle n'avait pas été touchée par un avion. Mais il ne faut pas oublier qu'elle était juste à côté de la tour nord. Et lorsque cette tour nord s'est effondrée, elle a pris un paquet de débris en travers de la façade sud, cette tour 7, et il y a un incendie qui s'est développé. Alors c'est vrai que celle-ci n'a pas pris l'avion, mais elle a quand même subi des dégâts liés aux chutes de débris. Et en plus, donc, il y a un incendie qui s'est développé. Et cet incendie, il a duré 7 heures. Alors là aussi, faut expliquer quelque chose, c'est que quand on fait un bâtiment, on fait un calcul pour une tenue au feu
qui, dans le cas même des buildings, ne dépasse pas 2 à 3 heures. C'est-à-dire qu'on s'assure que pendant un certain nombre de minutes, on va pouvoir évacuer les gens. Alors pour les buildings, comme c'est très haut, on compte 2 à 3 heures maximum. Et puis, on arrête là le calcul. Voilà, on ne va pas demander à ce que le bâtiment tienne 10, 15 ou 20 heures, ça ne servirait à rien. Ou alors on ferait des blocos avec des poutres et des protections qui laisseraient plus d'espace pour vivre. Donc ce bâtiment a été exposé pendant 7 heures. Donc comme il était calculé pour 2 à 3 heures, il n'a rien d'extraordinaire au fait qu'il se soit effondré. Alors ça, c'est ce que les conspirationnistes ne veulent pas comprendre, c'est que, c'est comme ça, quand on fait un calcul, c'est 2 à 3 heures de tenue au feu, et le fait qu'il ait tenu 7 heures, mais c'est déjà pas mal, et ça prouve que les ingénieurs qui ont fait leur boulot l'ont pas trop mal fait. Alors, ce qui est mis en contrepoids à ça, certains le disent, c'est que oui, mais il y a eu des incendies dans d'autres buildings, et ils ne se sont pas effondrés. Alors c'est vrai. Il y en a. Alors déjà, il faut comparer des choses comparables. C'est-à-dire que, je l'ai peut-être pas précisé, mais que ce soit les tours jumelles ou la tour 7, la structure était une structure d'acier. Et l'acier, c'est un matériau qui résiste très mal à la chaleur, je l'ai expliqué, comme le carambar que l'on tient dans la main. Donc, ces bâtiments étaient d'acier. Donc, si on veut comparer les choses, il faut prendre des buildings qui sont aussi à structure d'acier. Et puis, il faut bien comprendre aussi que quand on construit des buildings comme ceux-ci, ce sont de vrais Formule 1. C'est pas, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas deux qui sont identiques. Quand il y a eu l'accident d'Ayrton Senna avec sa Renault, je sais plus si c'était Renault ou autre chose, on a expertisé sa voiture à lui. On n'a pas expertisé la Ferrari ou la Williams, j'en sais rien. Donc c'est très difficile de comparer deux buildings, leur comportement au feu, parce que les structures sont totalement différentes. Et en particulier pour la tour 7, qui déjà est de forme trapézoïdale, était de forme trapézoïdale, ce qui est très rare, on voit rarement ce genre de forme, parce que ça complique déjà justement le report des charges. Et en plus, pour celle-ci, il y avait en dessous un bâtiment qui avait été construit au préalable à la fin des années 60, et dont ce building avait été érigé au-dessus de ce bâtiment existant. Alors sa forme trapézoïdale plus le building qui avait juste en dessous, il a fallu faire un savant report de charge avec des poutres dans tous les sens et des portiques qui permettaient de transmettre les charges à des fondations au préalable qui avaient été faites, mais entre-temps la forme a changé. Donc tout ça était vraiment du point de vue de la structure dans tous les sens. Et c'est un des éléments qui a joué en défaveur de la structure, de la stabilité de la structure, puisque en fait c'est la dilatation thermique de certains éléments qui étaient très longs, et en se dilatant, ils ont perdu les liaisons qu'ils avaient au bout. C'est-à-dire que des poutres, certaines faisaient 20 mètres de long. Lorsqu'elles se sont dilatées, elles ont perdu leur liaison, et ça a déstabilisé l'ensemble du bâtiment. Alors dans un premier temps, c'est ce que aussi soigneusement caché par les conspirationnistes, c'est que il y a eu un effondrement interne préalable. Ça a été attesté par les vidéos où on a vu une partie en toiture terrasse qui s'est effondrée. Donc ça prouve qu'il y a eu un effondrement à l'intérieur du bâtiment. Et avec cet effondrement et cette perte en fait de stabilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, les façades elles tenaient parce qu'elles étaient tenues aussi par les planchers. Lorsque l'effondrement interne s'est produit, ces façades n'étaient plus tenues. Et donc c'était comme une coquille vide, comme une bouteille, une canette de bière ou de coca, sur laquelle tant qu'elle est pleine, il n'y a pas de problème, vous pouvez monter dessus. Et puis si vous la videz, eh bien il suffit d'une toute petite impulsion sur le côté, si vous mettez votre poids dessus, et c'est l'ensemble de la canette qui s'écrase. Mais là c'est un peu pareil. Une fois que la façade avait perdu sa stabilisation interne, eh bien elle s'est effondrée sur elle-même. Alors très rapidement. Effectivement, ça a beaucoup fait jaser parce que la vitesse de chute a été très rapide. Ils ont comparé ça à la vitesse de la chute libre. Alors c'est-à-dire que pour qu'un élément tombe à la vitesse de la chute libre, il faut qu'il n'y ait plus de résistance, d'accord ? Vous lâchez une pomme, s'il n'y a pas de résistance, elle tombe à la vitesse qu'on appelle de la chute libre. Et effectivement, il y a une portion de cette chute de la façade de la tour 7 qui a été suivant l'accélération de la chute libre. Bon, il ne faut pas non plus en faire tout un fromage, parce qu'il faut bien comprendre que si il n'y avait pas de structure interne, c'est comme un mât qui tomberait, je l'ai dit. Les seuls endroits où on peut en fait freiner la chute, c'est par la déformation des matériaux. Et dans ces cas-là, il y a
potentiellement la formation de rotules plastiques, mais pas forcément. Alors, je suis désolé, je peux pas rentrer dans les détails, hein, mais pas forcément parce que si les liaisons entre éléments sont pas suffisantes, il n'y a même pas apparition de rotules plastiques et donc il y a plus de résistance à l'effondrement. Alors il y a une partie qui s'est faite comme ça très rapidement et puis quand la façade a rencontré des débris qui est au sol, la vitesse l'accélération a été moins forte et nettement moindre que l'accélération de la pesanteur. Voilà. Bon, tout ça est un peu technique, donc ceux qui veulent avoir des précisions peuvent aller voir sur mon site parce qu'effectivement, expliquer tout ça au téléphone, c'est peut-être un peu délicat. Bien entendu, oui. Je voulais te demander un peu les réactions que tu as, parce que évidemment, tu as créé ce site et comment réagissent un peu les conspirationnistes en France, quel genre d'emails tu reçois, etc. Alors il y a un peu de tout. Je dirais que il y a des gens qui m'écrivent pour me remercier, alors parce que je l'ai fait surtout pour les gens qui cherchent à savoir, parce que j'ai bien compris que les gens qui sont chez Reopen ou d'autres, eux, ils savent, hein. Mais ils n'ont aucun doute là-dessus, donc je dirais que là c'est un pure perte. Moi j'ai dit que c'est pas avec ce site-là que je vais faire changer de bord certains qui sont à fond là-dedans. Par contre, je leur ai proposé maintes fois, je l'ai écrit sur mon site, je suis allé les voir pendant la projection du film Zéro à Montpellier. Je leur ai dit mais venez discuter dans les labos, ça évitera de s'insulter sur internet, venez nous voir. Moi ou un autre, parce que si ma compagnie leur DT, ils peuvent peut-être trouver des collègues, hein. Je suis sûr des gens qui font du calcul de structure en France, il y en a dans le monde, il y en a. Vous avez le président de la UGC, c'est l'association universitaire de génie civil, qui est justement spécialiste du risque, hein. C'était mon prof quand j'étais à Normal Sup, hein. C'était lui qui me faisait le cours de sécurité des structures, hein, et de risque. Il est actuellement donc président de l'association universitaire française de génie civil. Il a sorti un bouquin en 3 volumes, donc il doit avoir en tout près de 1000 pages sur la sécurité des structures, et le préambule de ce bouquin, c'est sur les tours du World Trade Center. Hein, donc si ma compagnie leur plaît pas, ils peuvent aller questionner Denis Grasse, il n'y a aucun problème. Mais c'est incroyable, il ne s'adresse pas à des gens compétents, quoi. Il reste en vase clos là, voilà, on s'auto-référence, hein, mais moi j'attends qu'ils viennent pour discuter calmement, on pourra expliquer quelques notions fondamentales, auxquelles ils passent complètement à côté, bien sûr. Tu viens de publier ce livre-ci. Est-ce que tu as d'autres projets? Sur quoi tu as envie de travailler dans le futur? Alors là, pour ce qui est du 11 septembre, je crois que j'ai fait le tour personnellement. Parce que qu'au début, je l'ai dit, hein, c'était un projet que j'avais qui était un peu plus gros. Quand Reebok m'a proposé de faire ce petit livret, je crois que par rapport à la collection qui est proposée, que je trouve vraiment d'excellente qualité, c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser. Mais j'ai bien envie de publier un bouquin un peu plus gros, parce que certaines notions n'ont pas été abordées. Il y a même, là, j'en ai pas parlé, il y a eu les délits d'initiés aussi, ça aussi c'était assez fantasque. Donc il y a vraiment énormément de choses que j'ai pas pu dire dans ce livret. Donc je vais voir, je vais essayer peut-être de trouver un éditeur qui me permette de faire un ouvrage un peu plus conséquent. Mais moi je viens aussi un petit peu prendre du recul là-dessus parce que j'ai fait le tour de la question. J'ai proposé de venir aux gens, s'ils veulent pas venir, moi je peux pas les obliger, hein. Mais je vais quand même. Alors j'ai arrêté plus ou moins les mises à jour sur mon site, hein. Voilà, je fais que des news, hein. Il y aura pas de mise à jour sur le plan technique. J'ai vraiment aborder à peu près tous les sujets, donc je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Il y aura peut-être sur le deuxième livre, mais je vais passer la main à d'autres, hein. Je crois que il faut aussi que d'autres prennent position. Je crois que ma voix, tout ça, c'est pas Kiran qui va arrêter le milieu, les théories conspirationnistes, quoi. C'est complètement illusoire. Donc on verra. Il y aura peut-être d'autres personnes je souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui prennent la parole. Mais en même temps, je comprends très bien les collègues qui veulent pas trop se mouiller pour après recevoir une bordée d'injures par internet, hein. Même sur le mail professionnel, j'en reçois. Donc vous voyez, par certains moments, c'est un peu bizarre, quoi, comme situation. Alors, on est scientifique, moi je n'ai abordé ces points-là que sur le plan technique, hein. Justement, hein, on peut me dire que ce sont des Inuits ou des aborigènes qui ont détourné les avions, ça ne changera rien au problème, hein. Mais pour moi, du point de vue technique, on sait parfaitement ce qui s'est passé. Merci beaucoup d'être venu sur le balado pour nous parler de ce sujet. Merci à toi. Want to stay abreast of the latest from Skeptic Magazine and the Skeptic Society? Want cutting-edge skeptical articles delivered straight to your inbox every week? Then subscribe to eSkeptic, the free electronic newsletter of the Skeptic Society. Visit skeptic.com to sign up. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode.
Je vous rappelle qu'il existe sur Facebook une page consacrée au balado, donc pour les fans, et je vous invite à nous y rejoindre. J'y mets régulièrement des liens consacrés au scepticisme scientifique. Je voudrais aussi signaler, certaines personnes demandent à être mon ami sur Facebook et ma page personnelle, elle est plutôt dédiée à ma famille et à mes communications vraiment privées avec mes proches. Donc si vous êtes sur Facebook et que vous aimez le balado, je préfère que vous nous rejoigniez sur la page des fans du balado plutôt que demander à être mon ami sur ma page personnelle. J'ai tendance à plutôt limiter le nombre d'amis sur cette page personnelle afin de garantir un peu un minimum de confidentialité. Puis bon, je crois que la page des fans est là pour ça en fait, simplement. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison.